Le coup du siècle dans l'immobilier. Bon, ok, c'est un peu putaclic, mais ce sera un sujet très intéressant qu'on pourra développer sur cette vidéo. On aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, et puis on terminera avec les pépites ainsi que le plan de trading. Voilà, c'est le programme du 44e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'une catégorie, je dirais, qui a été un petit peu oubliée ces derniers temps dans le monde de la bourse. C'est les foncières cotées, c'est l'immobilier. Et on va faire toute une explication de pourquoi je suis plutôt en train de repartir à l'achat sur cette catégorie de valeurs. C'est un secteur sur lequel j'ai déjà fait une vidéo qui permet de dire que j'ai quand même un intérêt depuis quelques mois, quelques semaines sur le sujet. Et je vais vous faire une démarche qui vous permettra de comprendre comment on fait de l'analyse fondamentale et ensuite de l'analyse technique. Et vous verrez que ça a pas mal d'enseignements pour tous ceux qui commencent en bourse. Donc ce sera le titre du jour et puis on enchaînera très rapidement après avec la macroéconomie. On passera très rapidement puisque finalement on va faire de la macroéconomie dans la première partie. Et puis on aura aussi les indices sur lesquels on passera aussi assez rapidement parce que tout simplement tout monte. Et on arrive peut-être déjà à des petits niveaux qui peuvent être intéressants. On verra bien dans cette partie-ci, mais ce sera le plus intéressant, sera évidemment la suite, avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on enchaînera avec les pépites, c'est là où il y aura le coup du spectacle, parce que c'est vraiment impressionnant. On a vraiment 3-4 semaines là, qui viennent de se passer, qui sont, moi j'ai jamais vu ça, qui sont absolument dantesques, avec des valeurs qui ont fait des écarts très importants, et on verra que tous les plans de trading que l'on a fait sont aussi très positifs, et ce sera donc avec un nouveau plan de trading qu'on terminera cette vidéo. Voilà, ce sera le programme de ce 44e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo, vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis par extension de ce que je propose sur Dynamic Invest, voici le portefeuille de 2024, le portefeuille long terme, sur lequel on a des performances qui sont toutes vertes, mais vous allez voir, les pourcentages sont encore plus impressionnants, puisque ici, ça a été une progression de 12,69, on a fait 2,4 en mars, en avril, 5,73, et le mois de mai, qui est très loin d'être terminé, est à plus 5. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'investissement dynamique, c'est comme ça qu'on fait des performances sur son portefeuille. J'enchaîne tout de suite avec la partie qui nous intéresse, celle de cette vidéo, qui parle de l'immobilier, qui parle de... je dirais le coup du siècle, j'en sais strictement rien, parce que le coup du siècle, ça voudrait dire que je sais déjà ce qui va se passer dans le futur, et on n'en sait strictement rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un paradigme qui est en train de se mettre en place, qui me semble être quand même quelque chose d'intéressant à expliquer de telle manière à ce que vous puissiez peut-être éventuellement faire quelques arbitrages dans vos portefeuilles, de telle manière à ce que vous puissiez profiter de ce que je ressens sur l'immobilier. C'est un sujet qui est pas tout à fait le cœur de la chaîne, hein, une chaîne boursière tout d'abord, mais il y a, et j'ai déjà fait une vidéo dessus, il y a le moyen de profiter je dirais, de l'engouement immobilier qu'il pourrait avoir dans le futur à travers certains supports que sont les foncières cotées, et j'avais déjà fait une vidéo sur l'investissement immobilier parfait. Je vais pas revenir sur cette vidéo là, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu depuis quelques mois que nous sommes arrivés à un bas de marché qui semble se marquer, et qui, j'ai vu quelque chose passer, quelques petits tweets passer sur le sujet qui me font dire que voilà, j'avais pas trop tort, que je dirais autour de l'automne dernier, c'était peut-être un moment où il fallait s'intéresser, je disais bien s'intéresser, donc je remets une petite couche de telle manière à ce que vous puissiez comprendre pourquoi je pense qu'à un moment donné, l'immobilier, crack boursier, crack immobilier sur un secteur qui a quand même des arguments pour ne pas le faire. Je pense qu'à un moment donné, les baisses de prix qu'il y a eu actuellement sont quand même à considérer comme étant peut-être des points d'entrée. Alors moi, je parle pas d'immobilier pur, hein, je parle d'immobilier coté. Et l'immobilier coté a une grande qualité. Je refais pas la vidéo comme je vous le disais, mais la grande qualité, c'est sa liquidité, c'est la capacité à sortir, même partiellement. Si vous avez un incident, vous avez mis, je sais pas, par exemple, 50 000 € sur un actif,
de dire ah bah zut, j'ai cassé la voiture, il me faut 10 000 euros, je retire 10 000, il reste 40 000, voilà, c'est pas ce qu'on peut faire sur un petit appartement. Les petites fortunes, les petits budgets, les petites retraites ont plus intérêt à aller vers ce type d'investissement que d'acheter un appartement où on met tout dans le même panier. C'est la plus grande erreur qui soit, c'est un truc tout à fait basique, de tout mettre sur un seul appartement, une seule maison, et puis de se dire que voilà, on va gagner de l'argent. Voilà, c'est fort possible, hein, mais c'est très dangereux, c'est pas du tout sécure. Il faut savoir se diversifier, et le côté en immobilier permet justement d'avoir cette diversité, non seulement sur les types de valeurs qu'on travaille, sur les typologies qu'ils ont chacun, et ça permet aussi je dirais, comme je vous le disais, d'avoir un peu de quoi subvenir à un incident de vie où il faut sortir une petite somme d'argent et où la liquidité fait que sur les actions cotées, fait que c'est quand même beaucoup plus intéressant sur ce type de support. Voilà, j'ai fait quelques recherches, hein. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment les arguments pour le dire? Moi, je trouve que c'est oui, dans le sens où on va voir que j'ai vu quelque chose passer et qui me fait interpeller sur est-ce qu'on serait pas en bas, et donc ce serait le coup du siècle, peut-être pas le coup du siècle, mais peut-être un bon coup pour les années qui viennent, de commencer à s'intéresser à ce secteur d'activité qui a été totalement délaissé depuis longtemps, et surtout en bourse. Alors le premier constat, je le fais sur un site où j'avais vu des choses passer sur les estimations de 2024. Ça, c'est les estimations pour 2024 de la baisse des prix qui allait avoir lieu. On voit Paris à -5, on voit Nantes à -8. Enfin, c'était prévu comme ça. Et des zones un peu moins fortes, Montpellier un peu plus fort, enfin, etc. Ça, c'est une carte, c'est une map intéressante, en tout cas pour avoir une tendance de marché qui était prévue pour 2024. Et vous allez vite comprendre pourquoi je vous la fais voir, parce que ça se passe pas toujours comme on croit, et il se trouve que c'est le cas. Alors on va faire aussi un point sur... attention, hein, moi je suis pas là pour faire un cours d'immobilier, hein, mais je vais faire un point sur un autre sujet qui corrobore ce qui s'était passé sur la partie française. On va s'attarder évidemment sur la partie parisienne de ces indicateurs, et j'ai trouvé une courbe assez intéressante sur le sujet. Donc la voici, alors elle a peu d'intérêt, mais ça concerne pas tout le marché parisien, c'est tout simplement de dire aujourd'hui quelle est la variation des prix sur je dirais le marché de l'immobilier. Et on a eu un sommet autour de 2020, et on a baissé jusqu'à 2024, jusqu'à actuellement, et la tendance est annoncée baissière encore une fois sur le sujet, il n'y a pas de souci par rapport à ça, et on est autour de 15%, 15-20% de baisse, puisqu'on a presque la courbe du haut que vous apercevez, qui est ici, hein, qu'on voit ici, elle est montée quasiment jusqu'à 11 000 euros du mètre carré, sur de l'ancien parisien, mais bon, à Paris, il y a peut-être beaucoup plus ancien quand même que de neuf, et on serait à descendre à 9 500 euros, donc de 11 000 à 9 500, ça fait quand même pas mal, puisqu'on serait de l'ordre de 15% de baisse, autour de 15% de baisse sur un marché qui est quand même assez tendu. Bon, ça me paraît déjà être assez important, et autant j'avais fait une vidéo sur le crack immobilier que je prévoyais et que je voyais bien que ça allait baisser, et effectivement on a baissé, on n'a pas craqué. Et est-ce qu'on va craquer? C'est toute la question qu'on va se poser dans la suite, parce que j'ai quand même remarqué que tous ces sites qui proposent, je dirais, des indicateurs sont quand même dans le constat de ce qui se passe sur le marché, mais n'ont pas une perception, je dirais, du futur. Et j'en ai vu qui ont essayé de faire de la macroéconomie, je dirais de la perception macroéconomique. Alors là, je vous le dis tout de suite, ils sont tous nuls. Donc à partir de ce moment-là, on va y mettre un grain de macroéconomie dans ce que je vais vous raconter, et vous verrez qu'on peut se poser la question si on n'est pas rendu au plus bas. Mais la bourse fonctionne pas comme le marché réel, donc c'est pour ça aussi peut-être que ces gens-là sont un peu plus légers sur certains sujets. On va pas leur en vouloir, et je suis loin de l'idée de vous dire que je suis un spécialiste de l'immobilier, mais j'ai une perception des marchés qui me fait dire c'est peut-être intéressant de s'y intéresser vraiment maintenant. Et je dirais, ça fait quelques mois que vous savez que j'ai plutôt le sentiment que l'immobilier va pas spécialement aller au plus bas, surtout sur la France. Et ce qui m'a fait réagir, c'est quand j'ai vu des chiffres tomber sur le premier trimestre 2024, la fameuse carte, on va la reprendre, mais avec les chiffres réalisés au premier trimestre de l'année. Vous allez voir que ça interpelle un petit peu. Donc la voici, hein, donc c'est bien se loger, hein, meilleures agences. Ça me paraît des gens assez sérieux quand même sur le sujet, qui connaissent bien leurs propos, puis qui ont un panel intéressant sur le sujet. Et on se retrouve face à quoi? Pas du tout la baisse qu'on avait vue dans la première carte. Regardez bien, même Rennes est en positif, Nantes n'est pas du tout à -8, à -0,4. En gros, ça stabilise. Et j'ai lu vite fait l'article, ils ont tendance à dire que voilà, les gens qui ont de l'argent, ils commencent à investir vraiment sur l'immobilier. Eh bien nous on a un peu de sous, pourquoi pas faire partie de ce monde-là. Je pense qu'on est sur un bottom. Est-ce qu'on est au plus bas? J'en suis strictement rien. Est-ce que ça va remonter? J'en sais strictement rien. Il y a juste que
Bah, moi, je trouve intéressant après 15-20%, hein, parce que c'est une moyenne, ce qu'on a vu tout à l'heure sur Paris, hein, et puis vous avez vu que les baisses annoncées commencent à pas se mettre en place. J'ai le sentiment, c'est un feeling que j'ai actuellement, j'ai le sentiment qu'on est plutôt en bas sur la partie immobilière en France, et vous m'avez vu, donc je disais, faire une vidéo sur l'immobilier à cet automne. Eh bien, écoutez, on est au printemps et moi je trouve que l'hiver a été plutôt judicieux pour ceux qui ont acheté parce que on est plutôt quand même globalement sur un bottom qui se marque dans les prix et on voit que tout le sud de la France est en train de stabiliser, pas remonter mais stabiliser. Et je vais faire le lien avec la macroéconomie parce que tout simplement aujourd'hui en macroéconomie il y a un truc très simple et qui est super intéressant. J'ai eu du mal à trouver cette courbe mais j'en ai trouvé une qui exprimait, je voulais vous faire le rapprochement entre la macroéconomie et le marché de l'immobilier. On est bien en France, hein, je suis pas très européanisé dans l'histoire, je suis plutôt quelqu'un qui fait de l'Europe en général, mais là je suis pas très européanisé, parce que c'est quand même dangereux de connaître tous les marchés européens de l'immobilier, même si j'ai quelques idées sur certains sujets, notamment que l'Allemagne est un super marché, mais que je suis pas convaincu que le marché allemand soit bullish dans le futur, juste à cause de sa démographie. Je suis beaucoup plus positif sur la France. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que y a un truc en macroéconomie qui est tout bête à retenir, c'est les taux d'intérêt. Et on va voir une petite courbe qui l'exprime assez bien. Et voilà cette courbe qui est assez sympathique. Alors elle est sur très longue période, hein, donc qu'on soit clair, hein, c'est pas des choses sur lesquelles on n'est pas en train de parler d'investissement dynamique court terme. On est plutôt sur du positionnement long terme. Ça reste de l'immobilier, même si je pense que c'est plutôt intéressant de s'y intéresser maintenant. Mais on voit qu'il y a une relation quand même assez, il y a une corrélation inverse quand même entre les deux. C'est que la valeur du prix d'un logement qu'on aperçoit ici, qui est haussière sur les années, on va dire 2000, hein, qui ont fortement monté, et qui n'a pas spécialement baissé, hein, et les taux d'intérêt ici qui ont tout le temps baissé, on voit qu'il y a une sorte de corrélation quand même, pas toujours évidente, mais elle a du sens quand même, dans le sens où la remontée des taux d'intérêt ici que nous apercevons a provoqué une baisse des prix du logement de l'ordre de 10% selon cet indicateur. On était à 200, on tombe à 178, bon, c'est pas très important de savoir où est la vérité exacte, mais c'est français, hein, c'est pour ça que Paris est un peu plus bas. Paris, il y avait une bulle, hein, clairement. Mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est qu'il y a une relation entre les taux d'intérêt, les OAT 10 ans et évidemment le prix des logements. Alors très simplement, pourquoi on a une baisse des prix de logements quand les taux d'intérêt augmentent? Tout simplement parce que vous excluez des gens qui avaient presque le pouvoir d'eux, et avec le taux qui monte, ils se retrouvent exclus parce que la charge d'intérêt est importante, puis les banques, elles ferment les robinets sur ces gens qui sont un peu limites, qui avaient la possibilité d'eux, avec un taux à 1-2% de rentrer sur le marché de l'immobilier, puis qui ne l'ont plus. Donc, à vrai dire, les taux d'intérêt, c'est ce qui va choisir, non pas spécialement le prix, c'est ce qui va choisir la quantité d'acheteurs. Et quand vous avez, je dirais, un assèchement du quantité d'acheteurs, très simplement, l'offre et la demande se rééquilibrent, et elle se rééquilibre par le prix. Le prix de qui? Pas de celui qui n'est pas pressé, c'est le prix de celui qui est pressé. C'est ce qu'on appelle les ventes contraintes. Les ventes contraintes, c'est tout simplement, je sais pas, un divorce, un décès avec des droits de succession importants à payer, il faut de la liquidité, il y avait qu'un appartement. Je vous laisse réfléchir à l'idée d'avoir tout sur un seul actif. Ça, c'est très dangereux. Ça empêche les héritiers, vos héritiers, de pouvoir peut-être se retourner facilement et de faire des opérations plutôt positives pour eux. Donc c'est très bien d'avoir un appartement, mais je pense qu'il vaut mieux avoir une myriade de. Et ça, c'est pas dû à toutes les fortunes de pouvoir le faire. Donc voilà un petit peu pour le panel. Donc on a le prix baisse parce que il y a des ventes contraintes qui sont vendues à un moment où les taux sont élevés et où il y a moins d'acheteurs. Et il y avait la situation, je dirais, depuis en gros, depuis 6 mois, 1 an, on avait une position un petit peu en chien de faïence, qu'on appelle la position... Enfin, les chiens de faïence, c'est tout le monde se regarde en chien de faïence et personne ne bouge, les acheteurs veulent pas baisser, les vendeurs... les acheteurs veulent pas acheter le prix, les vendeurs ne veulent pas vendre plus bas, et donc tout le monde se regarde en chien de faïence. Et c'est une situation assez intéressante, parce qu'on est à la limite du crack. La limite du crack, pourquoi on pouvait imaginer qu'il y en aurait un? Parce que les taux d'intérêt avaient cette potentialité de pas baisser, quoi. Et on attendait, chien de faïence, on attendait que ça se retourne, et qui allait céder entre le vendeur qui venait pressé et l'acheteur qui lui attendait la bonne opportunité. J'ai le sentiment que c'est terminé. Le game est terminé pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va avoir la baisse des taux au niveau européen, au niveau de la Banque Centrale Européenne, et je vais vous donner un élément qui m'a fait penser à ce sujet aujourd'hui, c'est simplement la Suède.
La Suède est en récession, ça va très mal en Suède, hein. C'est pas pour ça que boursièrement ça va pas, hein. Moi, je suis très investi sur la Suède, mais c'est quand tout va mal qu'il faut s'intéresser à certains sujets, et la Suède vient de baisser ses taux d'intérêt. Voilà, c'est fait, ça a été décidé, la Banque centrale suédoise l'a fait cette semaine, elle a baissé de 0,25 points son taux directeur. À partir de ce moment-là, on peut considérer que nous sommes dans l'idée que les taux vont vraiment baisser. On le sent tranquillement. La partie américaine aussi va nous emmener vers, je dirais, une non-hausse de taux quasiment certaine aux États-Unis. Je suis pas convaincu qu'ils baissent encore, hein. Moi, je vous dis, c'est toujours mon scénario qu'il n'y ait pas de baisse cette année. Mon scénario commence à avoir du mal, du plomb dans l'aile dans l'histoire pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, les chiffres américains commencent à se calmer au niveau de l'emploi, commencent à se calmer au niveau des PMI. C'est ce qu'on verra dans la partie macroéconomique où il y a eu comme un élément très important la semaine dernière qui s'est déroulé et qui fait qu'il y a des conséquences immédiates sur les monnaies. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les monnaies? Les monnaies tout simplement parce qu'elles sont attirantes en fonction du taux d'intérêt et de la stabilité économique, il y a plein d'autres critères, mais entre l'euro et le dollar, c'est très simple, hein, c'est la stabilité dans les deux zones, il n'y a pas de souci sur le sujet, c'est vraiment le niveau de taux d'intérêt. Et des taux d'intérêt forts aux US obligent Lagarde à conserver ces taux d'intérêt forts, sinon l'euro s'effondre, l'argent partirait vers les États-Unis parce que c'est plus rentable. Le problème c'est qu'on a le pétrole, et le pétrole fait que le pétrole nous tient, je dirais, et c'est pour ça qu'il faut arrêter le pétrole en Europe un maximum, hein. C'est pas de l'écologie, hein, c'est juste de l'intérêt économique, hein, et de la souveraineté économique. Mais si vous arrêtez d'acheter du pétrole, vous avez plus cette dépendance entre l'euro et le dollar qui fait qu'on a une dépendance des taux d'intérêt. Alors c'est une mécanique très simple, mais c'est le pétrole qui est derrière tout ça. Et quand vous avez, je dirais, les US qui commencent à se calmer au niveau des taux, et on pense que c'est fini, et que là, c'est vraiment, ça ne montera pas, même si Powell a encore dit que ça allait monter, vous allez avoir une baisse des taux en Europe. Baisse des taux en Europe, on revient à ce que je vous racontais à l'instant. Baisse des taux en Europe, le crédit baisse, on fait revenir des acheteurs sur le marché, et pour moi, c'est le moment de s'intéresser vraiment à des actifs immobiliers. Alors très rapidement, qu'est-ce qui me plaît, moi, dans les actifs immobiliers? Tout simplement le résidentiel, hein, avec, je dirais, la partie parisienne, etc. Enfin, voilà, on peut avoir d'autres zones. On peut avoir aussi de l'intérêt pour de l'entreposage, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, au niveau du flux d'acheteurs sur le marché immobilier, on devrait en retrouver. On devrait retrouver une augmentation des transactions. Les transactions sont très très faibles. Et à partir de ce moment-là, on peut revenir dans l'idée fondamentale. Quelle valeur, je ne vais pas pouvoir le dire parce que j'ai pas le droit au conseil, quelle typologie c'est à vous de voir un petit peu, mais creuser sur le sujet, de voir si sur longue période on peut investir un petit peu sur la partie immobilière en côté, avec des rendements qui peuvent être très intéressants. Moi personnellement, je suis intéressé sur deux, trois typologies, et le résultat des courses, c'est que le rendement proposé et ce qui sera tenu, j'essaie de trouver les bonnes valeurs, les bonnes actions qui sont intéressantes. J'ai déjà parlé de ça un petit peu sur notre vidéo, vous irez voir un petit peu ce que j'ai comme ressenti, mais je me suis intéressé un petit peu quand même à mettre mon patrimoine sur cette partie immobilière de telle manière à ce que, voilà, et ça c'est pas du tout dans une stratégie d'investissement dynamique, de trading ou quoi que ce soit, c'est vraiment du positionnement sur longue période, en regardant les rendements, en regardant un petit peu ce que peut donner ceci. Alors vous allez dire, ouais, mais t'aimes pas les dividendes? J'aime pas les dividendes, non, c'est que ce que j'aime pas, c'est systématiquement d'aimer les dividendes pour les dividendes. Non, il y a des choses qui sont intéressantes au niveau dividendaire, et je trouve que le secteur l'est. C'est mon avis, ça n'engage que moi, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est peut-être sur une opportunité plutôt intéressante, à un niveau de prix qui a été un petit peu bradé sur certaines zones, notamment Paris, qui me semble à interpeller, à se positionner un petit peu avec un pourcentage de son patrimoine sur le sujet. Mais j'ai pas terminé avec ça. L'idée, c'est quand même de donner un timing. Le timing, c'est important. Et c'est là où vous allez voir que, et c'est tout ce que je fais dans ma formation ou avec les abonnés Dynamic Invest, c'est d'associer un ressenti fondamental, comme je viens de vous le faire voir, comme je vous donne un ressenti de marché, avec un timing. Quand? Je vous avais fait une vidéo donc pendant le mois de novembre, début novembre ou fin octobre, et je la refais actuellement. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est dans le graphique que vous allez voir ce que je ressens, et qui va vous faire vous dire, ah ok, je commence à comprendre ce qu'il fait et pourquoi il fait du fonda associé à du technique, et moi il fait pas du tout la guerre entre les deux. Et
vous allez comprendre pourquoi. Bah voilà, je suis passé acheteur sur le secteur, et c'est à travers les valeurs que j'avais données dans cette vidéo dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mon explication, et où j'ai rajouté depuis. Hein, ça bouge tout le temps. Hein, j'ai 2-3 autres dossiers qui sont rentrés aussi dans le spectre de ce que je regarde, et je suis investisseur dans ces valeurs-là, pas toutes, pas spécialement toutes, pas spécialement aucune ou une seule particulière. C'est un panier. Je me fais un ETF perso, un ETF sur les foncières cotées, et vous allez voir que même si j'ai pas pris toutes ces valeurs-là, j'ai fait un panier global de toutes ces valeurs. Elles sont 10 finalement, et je pourrais pas vous les donner parce que je vous dis, j'ai pas le droit au conseil, et là je suis en train de vous dire j'achète, donc compliqué de pas respecter la réglementation. Mais vous allez voir que graphiquement, bah c'est super simple à comprendre pourquoi je vous en parle maintenant. Allez, on regarde ça tout de suite sur le graphique, et on va regarder sur longue période tout de suite. Donc voilà, c'est sur une dizaine d'années, cet ensemble de valeurs a progressé d'une manière particulière, on va dire, avec un krach boursier au hasard. Ça, c'est le krach du Covid, ça rebondit un petit peu, mais finalement ça descend parce qu'il y a une redistribution, il y a pas mal de valeurs qui ont baissé suite à la hausse des taux d'intérêt. Hein. C'est simplement, si vous regardez bien, la hausse de l'inflation a commencé plus ou moins en 2021, et c'est là où il y a un sommet de marché. On vient pas au plus haut, il y avait une exagération haussière, hein, clairement, hein, qu'on soit clair. Et ici, on s'est retrouvé à cause de l'inflation à baisser, et les taux d'intérêt ayant suivi et n'ayant pas bougé. Regardez bien ce qui se passe. On a le sentiment de ce qu'on appelle un bottom, un double bottom, qui serait techniquement un point d'intérêt très intéressant. Et c'est pour ça qu'on va aller zoomer sur cette partie-là, parce que ça va vous parler tout de suite. Donc voilà la grande baisse qu'on a vécue, et je vous ai parlé pour la première fois de foncière ici, à l'accélération qu'on voit ici. Et on va encore zoomer pour que vous compreniez encore mieux. Voilà, donc c'est ici que je vous en ai parlé, ça doit être à peu près au tout début novembre, il faudrait regarder, vérifier, et ça a continué à monter, et finalement c'est retombé, parce qu'il y a eu des peurs que les taux d'intérêt ne baissent pas. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'on est retombé au même niveau de prix à peu près sur l'ensemble de ce panel de valeurs. Ça s'appelle un ETF, hein, c'est un mélange de valeurs. Ça a rebondi légèrement et ça a retombé un tout petit peu sur le mois fin d'avril, et ça a accéléré fort. Et on va encore zoomer, vous allez vite comprendre. Et regardez bien cette accélération qu'on voit depuis la fin avril et je dirais début mai. Voilà. Moi je vous le dis, hein, ce panel a pris 4% depuis le 1er mai, hein, donc de manière équipondérée. Et pour moi, tout simplement, on est techniquement un signal qui, voilà, moi je suis déjà positif sur mes positions, qui est pour moi le bottom. Point barre. J'ai acheté des valeurs qui ont un rendement intéressant, qui ont une valorisation faible. Je vous le dis quand même, nous avons à peu près sur ces foncières cotées divisé par 2. Est-ce que le marché a divisé par 2? On vient de le voir tout à l'heure. 15, 20%, allez, des mauvais actifs, 25%. Est-ce qu'ils sont tous intéressants avec un panel global d'actifs qui sont intéressants? Ah, faire attention, il y a du bureau, faut peut-être pas prendre des valeurs trop bureau, peut-être pas trop ceci ou cela. Mais, eh bien, ce mélange-là, où finalement, j'ai pas fait une discrimination sectorielle, résidentielle, entreposage, etc., c'est un peu un mélange. On sent que le secteur, il a décidé de repartir. Il a décidé de repartir sur la France. Il est reparti plus vite ailleurs, il est parti peut-être moins vite ailleurs, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vaut mieux être franco-français, un petit peu belge éventuellement, et pas aller trop loin après, c'est mon avis, hein, ça m'engage que moi. Et puis j'ai regardé un petit peu la Suède, je vous ai dit que la Suède avait baissé ses taux, la Suède repart aussi sur la partie foncière. C'est ça qui est intéressant dans l'internationalisation aussi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour dire ah ça va peut-être suivre chez nous. Ou on a anticipé, ça peut arriver que ce soit nous les premiers, mais c'est pas toujours nous les premiers. Et là, c'est intéressant. Alors vous allez me dire ouais mais les Américains c'est en effondrement immobilier. Ouais c'est leur problème. Nous on est en France, on n'a pas les mêmes problématiques et on a surtout, je vous dis, tous les éléments fonda techniques qui se réunissent pour dire bah moi j'y vais. On verra bien, je verrai bien, vous pourrez faire, vous m'en parlerez dans les commentaires, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, c'est techniquement, c'est plutôt là que c'est intéressant de s'y intéresser, et c'est, voilà, après, agir, quand vous voulez, faites-le quand vous voulez. Moi, personnellement, je suis sur un rendement moyen annoncé de ces valeurs de l'ordre de 8,5% par an en brut, avant impôt. 8,5, c'est quand même beaucoup mieux que le livret A, et par-dessus le marché, je peux avoir une augmentation du prix de l'action hein, qui peut remonter, et je vous dis, ça divisé par 2, donc ça peut remultiplier par 2, ça serait une nouvelle exagération, peut-être pas, parce que l'inflation fait que ça pourrait aller encore au-delà de 2. Alors x2 plus un rendement de 8,5% par an, je sais pas, on se retrouve dans 10 ans, et on verra bien ce que ça donne.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie de la vidéo. J'étais un peu plus long que d'habitude, mais je tenais à expliquer correctement les choses. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des likes pour dire que vous avez apprécié, et puis que ça permette aussi à l'algorithme de remonter cette vidéo dans les recherches, de telle manière à ce que les gens la découvrent. Voilà, je vous remercie tous, et puis on va passer sur la partie classique de cette vidéo. Et tout d'abord, la macroéconomie. Allez, c'est parti. Et on revient sur vendredi dernier, vous allez voir, c'est très court, sur la macro, il n'y a pas grand chose cette semaine, mais sur la semaine dernière, vendredi dernier, on a eu les chiffres que j'avais pas tout, j'enregistrais à ce moment-là, et on a eu une réaction de marché très très violente vers le haut, puisqu'on a eu la création d'emplois qui est fortement inférieure à ce qui était prévu. Vous voyez, l'ancien chiffre était à 315 000 créations d'emplois aux États-Unis, prévu 238, et là, on a eu très inférieur. Ça ralentit au niveau des emplois américains. On a les salaires moyens ici qui sont prévus à augmenter moins vite. On ralentit sur les salaires, c'est vraiment très important pour l'inflation. Le taux de chômage remonte un petit peu. C'est pas méchant, hein, c'est pas du tout une explosion économique, hein, ça va pas tomber comme ça. Et on a l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, qui est vraiment un indice très important sur le non manufacturier, donc sur les services, qui passe en 49 à 49, qui passe en dessous de 50. Et 50, c'est le niveau de flottaison, on passe en dessous l'eau. On est en contraction sur les US, alors très faible, mais contraction. Et on vient de 51,4, on avait prévu 52. Donc là, il y a un retournement. Il y a un retournement qui fait que je suis en train de changer. J'ai fait un tweet sur le sujet où j'avais clairement dit qu'on était à un virage et que le 3 mai 2024 serait vraiment un nœud macroéconomique hyper important. Pour moi, c'est révélateur que ça y est, on a le ralentissement. Et j'ai vu évidemment des gens qui... bon bref... qui comprennent pas du tout ce qui se passe, qui veulent de l'émotion. Alors ça, ils veulent. Hein. Ah, ça, ils en veulent de l'émotion, ils en veulent. Et je lui ai pas de répondu parce que ça m'agace de voir qu'on lit ce que je ne dis pas. J'ai dit ralentissement. Ralentissement, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ralentis. Une voiture qui avance et qui ralentit, c'est pas pour ça qu'elle s'arrête et qu'elle se met à reculer. Donc je sais pas, je comprends pas. Les gens cherchent de l'émotion en bourse. Bah, tant que vous chercherez de l'émotion, eh ben, vous gagnerez pas d'argent en bourse. Voilà, comme ça, c'est simple. Essayez d'y réfléchir à ça, à ceux qui veulent de l'émotion. J'ai pas parlé de crise économique, d'effondrement, de récession, etc. Moi, je pense qu'il y aura un négatif au T3 2024 parce que je l'avais parié avec Alexandre Baradez l'an dernier. Je lui ai dit que dans un an, alors c'était en octobre ou en novembre, je lui ai dit tu verras l'année prochaine, il y aura un trimestre 3 négatif. Et je suis prêt à parier qu'on va l'avoir. Alors pour des raisons de momentum, des raisons diverses et variées, et pas du tout pour des raisons de récession économique, d'effondrement, machin, si ce n'est que quand même, ça peut provoquer des déséquilibres au niveau... Ils existent déjà, de l'immobilier américain, dont on parlait sur la France, mais sur l'américain, c'est quand même dangereux. Il y a quand même des grosses baisses de prix sur les reventes, on voit ça passer régulièrement, qui vont provoquer des bébés dans le placard qui vont ressortir. Et c'est pas impossible que le système américain tangue, entre guillemets, au niveau des banques. Donc voilà, encore des banques, à mon avis, qui vont péter les plombs, qui vont fondre les plombs. Ça va peut-être faire une crise bancaire, de là à faire une grande crise économique, style 2008, faut pas exagérer. Je pense pas, mais il y a quelques soubresauts qui risquent d'arriver. Et en tout cas, Biden risque d'arriver aux élections fatigué, peut-être au niveau santé, mais aussi au niveau macroéconomique. C'est pas impossible que ça arrive, alors que franchement, ce n'est qu'une pause. C'est une pause. Voilà, c'est pas du tout un retournement majeur. Pour l'instant, en tout cas. Et si j'ai tort, écoutez, on aura le temps de réagir sur les marchés. On a de quoi faire. On sait faire de la technique aussi. Allez, on enchaîne avec cette semaine où il y a eu beaucoup de repos, et j'en ai profité moi aussi. Et on a donc lundi, les Japonais, Royaume-Uni, pareil, c'est férié, la France qui fait ses PMI, hop, regardez bien, PMI service, alors c'est très important en France, les services, hein. Regardez, 51,3 contre 50,5 prévus, et on vient de 48, gros rebond français. Oh, intéressant, hein. L'Australie n'a pas décidé de baisser ses taux, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Attendez, non, je ne l'ai pas dans ce tableau-là, mais je vous le dis, les Suédois, ça doit être le même jour, ont décidé de baisser leur taux d'intérêt. C'est ce que je vous disais dans la partie précédente. Les Suédois ont baissé de 0,25 points leur taux directeur avec une récession de plus de 1% sur le dernier trimestre. Je vous cache pas qu'il était temps qu'ils se bougent, les Suédois, sur le sujet. On enchaîne ensuite avec, je dirais, la pause des jours fériés, le grand pont, même si c'est pas tout partout pareil. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà le 8 mai, c'est la fête de la victoire contre les Allemands. Donc les Allemands, ils l'ont pas fêté, parce qu'ils ont perdu. Les Italiens non plus, faut quand même le rappeler, c'est la guerre de 39-45. Donc voilà, certains la fêtent, certains la fêtent pas. Et on a le 9 mai qui lui est un jour religieux,
qui a été beaucoup plus fêté. Et regardez bien, c'est surtout la Scandinavie qui a fermé et qui a réouvert ce vendredi, comme souvent ça se passe comme ça. Il n'y a que le Danemark qui n'est pas réouvert. On verra ça pour lundi, pour la réouverture danoise. On se retrouve avec finalement quasiment rien au niveau macroéconomique, juste les Anglais qui ont décidé de ne pas baisser leur taux non plus. Ça m'étonne de leur part, mais ils avaient un peu plus d'inflation, c'est vrai, donc un peu plus de retard peut-être sur le cycle de retournement inflationniste. Et on a leurs chiffres qui sont, eux, par contre, très bons. Les Anglais ont passé par un mauvais moment, hein, regardez bien, ils passent par des chiffres anciens qui étaient négatifs, et là ils passent en positif assez fort. Donc ça va mieux du côté anglais, nos voisins vont de mieux en mieux. Voilà, j'en ai terminé avec la partie macro, hein, vous avez vu, il n'y a pas énormément de choses, on va pas traîner sur le sujet, on va aller voir vite fait les indices aussi assez rapidement, puisque là c'est pareil, hein, tout monte, on va voir un peu plus techniquement ce qui a été, si ça a été intéressant, et puis on pourra en tirer les conclusions que pour l'instant, le mois de mai, Céline Mango, ouais, bah pas du tout. Allez, c'est parti pour les indices. Et on attaque par le CAC 40, notre indice préféré français, et il se passe quelque chose de super important, c'est que nous sommes à la fin de cette première semaine du mois de mai, puisque là on est sur du mensuel, on a un rebond très fort. Je vous ai dit que je pensais plutôt à une latéralisation, on est en haut de la latéralisation, ce qui veut dire que si ça passe au-dessus, j'ai tort. On verra bien, mais ce qui est certain aussi, c'est que voilà, la bougie qu'on avait ici me paraissait pas trop gênante, et on a eu la réponse technique, je dirais très rapidement, et on va aller voir tout de suite sur l'hebdomadaire ce que ça donne, puisque je vous rappelle qu'on a un scénario d'un couloir haussier, et c'est peut-être lui le meilleur, c'est peut-être pas une latéralisation, c'est peut-être une continuité de l'accélération que nous connaissons depuis maintenant un certain temps sur les marchés. Et regardez bien, la bougie de la semaine est splendide, regardez bien ça. Ça a tenu pif paf nickel, donc c'était un scénario encore optionnel, hein, et on l'a tenu parfaitement. On a accéléré très fort et on est en train de buter sur le plus haut historique ici. Voilà, ici. En même temps de la diagonale, je dirais de l'oblique, mais le milieu de l'oblique du couloir, on a tapé pile dedans. Donc techniquement, on est hyper technique sur le CAC 40. Waouh. On verra bien, tout simplement, on verra bien ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a un marché qui est vraiment bienveillant, on n'est pas du tout en retournement. C'est ce qu'on ressentait ici déjà il y a 2-3 semaines. J'agrandis, je vous fais un petit rappel, c'est que ici il y avait pas mal de racheteurs, il y avait pas mal d'acheteurs, donc j'étais dans le sentiment qu'il n'y avait pas vraiment d'idée de vouloir baisser encore une fois sur le marché. Et ça s'avère être vérifié. On verra bien la clôture, 8232, 8250, ce serait bien que ça finisse à peu près là-dedans. Ça serait sympa. Je suis en train d'enregistrer en début d'après-midi, juste avant l'ouverture des marchés américains. Allez, on enchaîne avec le DAX pour voir comment ça se passe sur le DAX, mais je n'ai pas d'inquiétude, je pense qu'il est lui aussi tout en haut. Voilà, point barre. Le même canal, à peu près respecté de la même manière, avec une accélération beaucoup plus forte, et on est au sommet historique, largement au-dessus. Alors c'est aussi dû au fait que techniquement il n'y a pas de distribution de dividendes et qui enlève de la valorisation, je dirais, au DAX, contrairement au CAC 40 où on enlève les dividendes du CAC 40. Là on les enlève pas, donc ça fait une accélération plus forte et on fait un sommet historique sur le sujet. Allez, on n'a rien à dire, hein, tout va bien, on connaît les bornes, on les a notées, on verra bien ce qui se passera là-haut. Du coup, le CAC 40 pas sûr qu'il tienne et qu'il continue pas un petit peu à monter, on verra bien ce que ça donne, mais il n'y a pas de raison que nous nous retournions, que nous ayons peur. N'ayez peur de rien pour l'instant, vous aurez suffisamment le temps d'avoir peur le moment venu. Allez, on attaque avec les Américains avant l'ouverture, on va voir ce qu'ils ont donné jusqu'à jeudi soir. Donc je reste aussi en hebdomadaire sur le Dow Jones, hein. Bon bah voilà, ça repart, hein. On a vu les mèches se faire ici, hop, j'ai agrandi, vous voyez, les mèches, ça veut dire qu'il y a des acheteurs, que ça achète les points bas de marché, et puis ça repart. Et puis là c'est reparti, on verra bien ce qui se passera à 40 000. Je pense qu'on va aller le chercher, on l'avait pas pris la dernière fois, là on va aller le chercher le 40 000. 40 000 sur le Dow Jones, vous allez en entendre parler de partout. Voilà, et enfin bon bref, c'est comme ça, hein, c'est un peu la mécanique des marchés de fêter des chiffres ronds, et le 40 000, il va être cassé, hein, la semaine prochaine à mon avis, il va péter. Voilà, ce sera encore un record concernant le Dow Jones. On va aller voir le Nasdaq sans tout de suite ce qu'il a donné jusqu'à jeudi soir. Eh bien, qu'est-ce qu'il a donné notre Nasdaq? Il est remonté quasiment à cette oblique intéressante. On va aller voir en daily si vous voulez bien, parce que là je pense qu'il est en train, lui par contre, de pédaler un peu plus dans la semoule. Eh oui, les croissances ont un peu plus de mal, les taux d'intérêt américains n'ont pas trop envie de baisser pour l'instant.
Voilà, donc on se retrouve ici. Vous voyez, hein, ça fait 2-3 jours que ça gigote, ça veut plus. L'Europe monte pendant que Nasdaq s'en monte pas. C'était un peu mon scénario. C'est dû, évidemment, c'est dû à quoi? C'est dû à la macroéconomie. Et je vais tirer une oblique tout de suite pour vous donner le sentiment que ça peut être un moment important, techniquement. Si ça passe au-dessus, ça sera super intéressant. Là, j'en ai profité pour mettre que le couloir ici en rouge, mais c'est celle-ci que j'ai tirée, que j'ai mis en plus. Et regardez bien, c'est en train de la travailler presque à la perfection. En ce qui me concerne, je dirais que c'est un point de friction important. Il faut que ça travaille. Alors là, ça a décidé de travailler quelques jours et poum, que ça parte. On verra bien à l'open. Ça se trouve, ça va ouvrir à l'open complètement au-dessus. On verra bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que techniquement, on avait un Glooby-Boulga très pénible ici et ça a parti vers le haut et ça n'a pas du tout freiné. Je vous rappelle qu'on avait fait la semaine dernière, on avait regardé, on était en direct ici, ça avait touché ce niveau-là à 17 810. Ça a été un tout petit peu plus bas. 30 points plus bas. Et hop là, c'est parti vers le haut. Comme quoi, les niveaux techniques sont importants. On va la mettre en verte, celle-là, puisque ça devient support. Voilà pour notre ami le Nasdaq 100. Et voilà, j'en ai terminé avec les indices. On a été très court, très rapide. Ça sert à rien de faire de la prose là où il n'y en a pas besoin. Et on va enchaîner tout de suite avec les valeurs que vous m'avez demandé. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de voir quelles valeurs vous me proposez et quelle analyse j'en fais. Voilà, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos. On a tout de suite le disclaimer ainsi que la biblio, comment trouver les valeurs que j'ai déjà étudiées dans le passé. Faites-moi plaisir, regardez là. J'ai beaucoup de gens qui me demandent des valeurs qui ont déjà été faites. Bonne suite de vidéos à tous et on se retrouve juste après le disclaimer. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et pour compléter, je rappelle que nous faisons que des valeurs éligibles au PEA et je demande tout simplement le prénom aux gens pour pouvoir commencer comme ça. C'est Jean-Marc qui m'a demandé la valeur Nemetschek. On part tout de suite à Francfort en Allemagne. Allez, c'est parti. Et Nemetschek, à vrai dire, c'est une mise à jour puisque j'avais déjà fait une étude il y a un certain temps sur le dossier. C'était il y a assez longtemps, hein, mais on va voir que j'avais eu quand même le nez creux sur certains sujets, et notamment techniques. Donc, je dirais que Nemetschek, ce qui était intéressant, c'était effectivement d'acheter ce niveau-là. On est en mensuel, hein, donc c'est une magnifique valeur, hein, et je ne renierai rien. Ça fait des années que je la connais, et c'est vraiment une des plus belles valeurs qui soit sur le marché allemand et même sur le marché européen. Et on est passé quand même, hein, que vous ayez un ordre d'idée. On va prendre sur 2014, tiens, on va prendre sur une dizaine d'années, on était à 4-5 euros et on est aujourd'hui à 85. Je vous laisse voir le tableau de ce que peut faire une société comme ça sur boursièrement quand on s'intéresse à elle depuis le début. Et puis on a eu et tout un peu comme dans beaucoup de graphiques maintenant, hein, l'exagération après le crack du Covid et puis ensuite la décélération de 2022. Et on a trouvé un point bas qui était finalement le point bas qu'il fallait acheter autour de 45 euros et puis on remonte aujourd'hui autour de 85. On a doublé. Ce qui est déjà une très belle performance, mais ça ne m'étonne pas du tout d'un des dossiers vraiment les plus jolis qui soient sur la côte européenne. Et on avait mis une résistance, donc on a dû en parler en dessous ici, il y a quelques mois, et on avait mis cette résistance qui a été finalement assez intéressante, puisqu'on a eu un impact là, et puis un autre ici, mais on va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Je vais en même temps profiter de cela pour faire un petit point sur les fondamentaux de la société. Et comme c'est une mise à jour, on va pouvoir se corriger, hein. J'avais tracé un couloir, je pense qu'on était dans cette zone-là, puisqu'on avait un couloir que j'ai tracé qui correspondait à peu près à cette partie-ci. Bon, il n'a pas été du tout respecté. Il a été respecté, mais partiellement. Regardez bien, on va faire un truc tout simple. Et toc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une exagération vers le haut, mais finalement, ça respecte une oblique qui est parallèle à celle-ci, qui est elle-même parallèle à celle-là. Celle-là a été un petit peu galvaudée, puisqu'elle n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais on va la laisser parce qu'on sait jamais, ça peut revenir ici et faire un retour
en avant, ça a été quand même, ici ça avait cassé, j'agrandis, parce que vous allez peut-être pas bien voir, ça avait cassé, ça avait retravaillé ici, oh, je refuse, et non, finalement je refuse pas, je repars. Et du coup, on a été tapé le plus haut, et peut-être qu'on ira taper le plus bas, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nemetschek, c'est haussier depuis un bon bout de temps. La question maintenant, c'est la valo. La valorisation, je vais changer juste la couleur de cette résistance qui est devenue support, parce que je trouve qu'elle a de la pertinence ici, donc ça peut être aussi niveau 75, 74 qui soit le retour intéressant pour le dossier. Je rappelle que cette résistance, je l'ai mise la dernière fois et je n'y avais pas touché, donc elle a été respectée parfaitement. Bon voilà, ça peut arriver qu'on ait le nez creux, mais quand on était ici, savoir que ici ça pouvait buter, c'était voilà, c'est juste de l'analyse technique. Ça s'est réalisé comme prévu, entre guillemets, donc tout va bien. Allez, je change les couleurs parce qu'il y a des petits trucs qui me plaisent pas au niveau des couleurs. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc Nemetschek est arrivé à 85 €, beau mouvement haussier, avec une belle correction ici quand même, hein, puis c'est reparti très fort, très pleine balle. Jean-Marc qui veut savoir si c'est pas trop tard. Enfin, j'imagine que c'est ça que tu veux. Et sachant que Nemetschek, moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est trop tard. Voilà, tout simplement, je trouve que la valorisation, elle est assez costaud. Alors je dis pas que ça montera pas encore, je dis juste que ça commence à être cher et je pense que le graphique va l'exprimer dans les temps qui viennent. Alors attention, hein, c'est une valeur toujours qui grandit, qui grossit, il n'y a pas de souci sur ce sujet, mais bon, commence à être pas donné. Si t'es dedans depuis longtemps, j'ai envie de te dire tout va bien. Si t'es pas dedans depuis longtemps, si t'es acheteur plus ou moins, j'ai envie de te dire que là c'est compliqué quoi. C'est compliqué, donc voilà, une belle société qu'il faut acheter sur repli. Et le repli, il était il y a un certain temps, donc voilà, on a passé notre tour. Tant pis pour nous, on verra plus tard s'il y a une autre opportunité sur le dossier Nemetschek. Je te remercie Jean-Marc pour la chose, et puis n'hésite pas à m'en proposer d'autres dans le futur. J'enchaîne avec Fuchs, que Jérémy m'a demandé, et qui est une valeur intéressante. On va regarder, même si graphiquement, j'ai vraiment beaucoup de mal sur ce titre-là. Et donc voici le graphique de cette valeur sur une longue période, hein, donc une introduction en bourse autour de 33, on y est toujours à peu près, ça gigote, ça monte, c'est pas très facile à lire, je vous cache pas que je ne vois pas comment faire pour faire une analyse technique sur un dossier pareil. On va essayer de voir en hebdomadaire sur ce titre-là. Et je vous avoue que c'est toujours aussi difficile sur le dossier, si ce n'est que quand même on a une résistance potentielle qui est très difficile à percevoir, mais j'ai fait confiance aux deux points de contact qui sont ici et ici pour dire voilà, il y a peut-être une résistance qui se met en place. Par contre, le couloir ici, ascendant depuis quelques semaines, quelques mois, est plutôt intéressant. Maintenant, la question c'est est-ce que ça peut remonter? J'ai envie de te dire, il y a une accélération, c'est peut-être l'exagération qui fait qu'on se fait renvoyer dans ces 22 et qu'on va... Ça n'a pas une belle tête, ça, hein, qu'on soit très clair. Alors que le titre est plutôt intéressant quand même, je trouve. Alors, ça va pas monter au ciel, hein, qu'on soit clair, hein, c'est pas le trade du siècle. Hein, c'est une société qui fait notamment des lubrifiants, hein, qui est connue dans le monde automobile et qui est fiable. Voilà, il y a pas de souci sur le dossier, c'est une belle entreprise. Mais ce mouvement-là, accélérateur puis décélérateur, c'est pour ça que je t'ai demandé de me la reproposer parce que je trouvais que graphiquement c'était intéressant. Hop, j'agrandis, tu vois. Ça monte tranquillement depuis janvier 23 jusqu'à mars 24, donc pendant 1 an et demi, ça fait pas grand-chose, et puis tout d'un coup, bam, ça accélère fort et ça se fait renvoyer fort. Ça, c'est pas bon du tout, je te le dis quand même, pour info. Alors, fondamentalement, c'est pas spécialement cher, c'est pas spécialement peu cher, donc j'ai envie de te dire que le marché a décidé que c'était le prix. Le prix, c'est 33, 37. Autour de ça. Donc c'est peut-être un peu tard pour rentrer dessus, mais c'est un dossier sympathique qui plaît aux investisseurs. On est peut-être à la fin de l'histoire, c'est peut-être un peu tard. Voilà, c'est peut-être, nous sommes peut-être dans une émission où les dossiers que vous me donnez sont un peu tardifs. C'est peut-être aussi révélateur que le marché commence à être cher sur pas mal de dossiers. Moi, je vous le dis, hein, quand je commence à vous dire c'est cher, posez-vous les bonnes questions. C'est que peut-être que le marché commence à avoir du mal, à avoir du gaz pour aller plus haut, parce que si c'est cher, eh bien il faut justifier que ça devienne très cher. Alors ça arrive, hein, mais il faut vraiment les news. J'ai pas le sentiment que Fuchs soit dans l'idée d'être un jour très cher. Si c'était le cas, regarde, hein, c'est pas très haut non plus. Regarde, 47, 33, 50%. C'est pas mal du tout, hein, mais bon, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs, hein, tout simplement. Je te remercie Jérémy pour cette valeur. On va enchaîner si vous voulez bien avec la suivante. Mais en tout cas, il était intéressant de faire un point sur cette valeur que tu m'avais proposée déjà la semaine dernière. Et on va aller vers une catastrophe industrielle annoncée. Une catastrophe que Maxence m'a demandé d'étudier. Elle s'appelle OVH et c'est français. Alors sur le dossier, je vais faire amende honorable parce qu'elle a été introduite en bourse et j'avais dit sur différents réseaux sociaux que j'appréciais beaucoup le dossier, qui m'intéressait beaucoup. Il m'a plu jusqu'à
Ça, c'est sauvez-vous, barrez-vous. On a l'introduction en bourse qui est ici. Vous voyez, on accélère vers le haut, on corrige, on revient vers le niveau de prix, on rebondit, etc. Et ici, on latéralise. Donc là, c'est déjà sauf qui peut. Moi, c'est sauf qui peut, hein, parce que je sais que ça peut partir parfaitement vers le bas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a cassé le niveau d'introduction en bourse qui était de 18,50 €. Et bam, c'est parti. Et ça n'y est jamais revenu. Et maintenant, on est à 6 €. On est 3 fois moins cher. Et tout ce qu'on voit, tout simplement, c'est la catastrophe. Une catastrophe annoncée, j'en sais strictement rien, mais OVH, ça fait du cloud, ça héberge des sites divers et variés. Tout le monde s'en met plein les poches dans le secteur, sauf OVH. Donc, faut se poser les bonnes questions. Moi, j'ai compris ici que c'était trop cher, que les promesses n'étaient pas tenues, que les gros allaient s'en aller. Et là encore, c'est une IPO ratée qui est arrivée en octobre 21. Et comme par hasard, 1 an plus tard, badaboum, ça s'appelle les lock-up. Et les lock-up, ça fait pas de cadeau quand les gens y croient plus, ils se barrent. Donc voilà le résultat des courses. On a ensuite une lente descente qui respecte peut-être un canal baissier qui fait que tu serais intéressé à 3,70 €. Bah, c'est super, mais c'est baissier, c'est hyper dangereux. Donc voilà pour ton information. Je vais juste rajouter une chose, c'est qu'il y avait un canal haussier ici que tu vois avec des impacts intéressants ici et ici. Pour les traders, c'est super sympa, ça se gère très très bien. Mais je te le dis quand même, quand t'as une belle gadin et que ça rebondit lentement, ben t'es tranquille, hein. Tu sais que ça peut recommencer. Et comme par hasard, ça a recommencé. Tu avais déjà eu le cas ici en mars et ici ça recommence en avril. Donc mars, je recommence en mars 23. Et ici, en avril 24, voilà, tous les ans, juin 22, mars 23, et ensuite le avril 24. Donc voilà, c'est terminé le dossier. Il tient pas ses promesses, les investisseurs sont pas contents. Ils le font savoir à travers le cours de bourse. Il n'y a rien à faire sur ce dossier-là, si ce n'est admirer la catastrophe. Alors c'est la chute que tu vois ici, c'est en plus fait avec beaucoup de volume. Donc voilà, surtout, ne pas toucher à ce genre de valeur. Les chiffres sont pas terribles, ça perd de l'argent. Enfin voilà, c'est du cloud et ça perd de l'argent. C'est inadmissible. Voilà, donc moi je suis vraiment honorable, hein, j'y ai cru, j'avais chanté que je pensais que ce dossier était vraiment un dossier à avoir en portefeuille, il était intéressant. Bon bah je me suis planté, mais moi j'ai su aussi, hein, comme je dirais à bien d'autres, je fais de l'analyse technique aussi, et là j'ai compris que c'était fini, c'était mort, et on n'en parle plus. Voilà, donc moi j'ai démissionné il y a bien longtemps sur le titre OVH. On va enchaîner si vous voulez bien avec un dossier qui est plutôt en forme d'après Michael, mais il a raison, c'est vrai que ça monte pas mal, c'est Engie. Ceci étant dit, je reste modéré quand même globalement sur ce titre-là. Alors j'ai fait exprès de laisser ce que j'avais vu la dernière fois sur Engie, puisque Engie c'est une société du CAC 40, donc je l'ai travaillé plusieurs fois, je vous demande de quand même éviter de me faire refaire des dossiers que j'ai fait il y a peu de temps, même si bon c'est vrai que la vidéo sur le CAC 40 elle est un peu datée maintenant, mais ce qui est intéressant chez Engie c'est les dividendes, regardez bien. Voilà, alors ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ceux qui comprennent pas, vous avez une vidéo sur les dividendes qui vous explique tout, mais quand on veut voir si une valeur est intéressante en dividendaire, eh ben on regarde, on appuie ici et on voit que ça monte très fort, alors que sans les dividendes, eh bien c'est plutôt baissier. Donc voilà, c'est plutôt une valeur à dividendes qui distribue beaucoup de dividendes, c'est tout son mérite, mais en même temps c'est tout ce qui me fait que ça me gêne un peu d'aller sur un dossier comme ça. C'est mon avis, ça n'engage que moi. En tout cas, techniquement, on arrive sur une zone plus ou moins gênante, plus ou moins pas gênante, parce que visiblement, la résistance que j'avais mis long terme, elle n'est pas vraiment respectée. Par contre, il y en a une qui semble être respectée, je la remonte tout de suite, c'est ici. Ici, on a des points de contact là, là et là, donc peut-être que c'est ici que ça se passe et que ça va être plus compliqué. Ça, c'est la première chose de mise à jour que je vais faire. La deuxième mise à jour, ça va être dans l'hebdomadaire, puis je vais aller voir vite fait les fondamentaux, s'il y a des choses vraiment intéressantes sur le titre, ce qui m'étonnerait en soi-même. Alors voilà pour l'hebdomadaire, hein, on se retrouve dans un couloir haussier qui a été cassé par le bas et on essaie de revenir dedans. J'ai le sentiment qu'il n'a plus de raison d'être, on va le supprimer parce que je pense que c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. On va dire si ça me paraît être plutôt ce type de scénario qui se présente à nous, une sorte de couloir un peu moins pentu que ce qu'on avait vu la fois d'avant, enfin ce qu'on avait vu juste avant. Et donc bon pour moi voilà, on est plutôt une zone de friction hein, où ça frotte, il y a pas mal de résistance et elle se présente à nous autour de 16 €. On est à 15,84. Est-ce qu'il faut rentrer ? Bah, tu devines à peu près ce que j'ai à te dire sur le sujet. Maintenant, fondamentalement, c'est un dossier qui a valu beaucoup plus cher que ce qu'il ne vaut aujourd'hui, et c'est tout simplement parce que ces messieurs dames de l'Engie ont fortement augmenté leurs bénéfices, leurs marges, et donc je pense qu'ils s'en mettent plein les foufouilles sur notre dos. Petit message en passant. Et j'ai envie de te dire que ça a été pricé, ça peut monter un peu plus haut, mais
c'est un dossier que j'aime pas, hein, donc j'ai un peu de mal à t'expliquer où est-ce qu'il faudrait être acheteur. Peut-être ici, tiens, je vais te tracer une petite oblique, on sait jamais, on verra bien. Juste ça peut peut-être fonctionner, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis pas fan de ce dossier-là. Alors, ce que tu vois ici, hein, qu'on soit clair, ici, là, c'est juste la distribution de dividendes. C'est énormément de dividendes, hein, cette valeur. On va remettre les dividendes. Tiens, tu vas voir comment ça se passe. Tac, voilà, t'as vu, hein, c'est complètement différent. J'agrandis pour vous voyez bien. Voilà, avec les dividendes, ça donne une valorisation qui est très fortement à la hausse. Donc, c'est suite à ces bénéfices qui sont, voilà. Et en enlevant les dividendes, ça fait ça. Donc, tu vois, la lecture est totalement différente. Je pense que ça va buter là quand même, hein. Donc ça a encore un petit peu de potentiel, mais après ça risque de buter, c'est un peu tard. Voilà, tout simplement c'est un peu tard. Concernant ce titre, moi personnellement je suis pas fan NJ, j'aime pas, j'ai jamais aimé et je pense que ça continuera comme ça, que ce soit l'activité ou même le comportement de l'action, j'aime pas du tout. Donc voilà, j'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez proposées, les autres valeurs que je n'ai pas étudiées, c'est pour les raisons que vous n'avez pas respecté ce que je demande précédemment. Voilà, on enchaîne tout de suite avec les pépites à trader de Ricardo. Vous allez voir que c'est toujours assez impressionnant, ça monte d'une manière assez violente comme je l'ai, je pense, jamais vu. Et c'est tant mieux pour ceux qui en profitent un petit peu. Allez, c'est parti. Et on va faire une comparaison. Alors je sais que comparaison n'est pas raison, mais comme on se compare tout le temps au Nasdaq 100 par rapport à, je dirais, quand on fait l'émission spécifique aux pépites, eh bien on se compare au Nasdaq. Eh bien écoutez bien, je vais vous faire voir que depuis le 17, puisque c'est le point bas de nos pépites, eh bien vous allez voir que l'écart est absolument phénoménal. Je vous fais voir tout de suite ce que donne le Nasdaq sur la même période. Voilà, c'est très simple, hein, c'est à partir d'ici. Et jusqu'à ce soir, à la clôture de ce soir, de vendredi, on a fait plus 3,82% sur cet indice. Bon, bah, ok, très bien. Sachez que les pépites, elles, ont fait plus 17% sur la même période. Donc je répète, à peine plus 4 sur le Nasdaq 100 quand nous on a fait 17. Ça veut dire qu'on a fait 13% de mieux sur dans exactement la même période que le Nasdaq 100. Ça y est, on reprend de la surperformance très importante par rapport à notre indice de référence qui est le Nasdaq. Alors je sais pas si on le redépassera parce qu'on avait pris du retard dessus, mais ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment dans une super dynamique. Alors c'est la macroéconomie, hein. Très simplement, la baisse des taux d'intérêt en Europe est actée, hein. On va y aller, et ça fait que les smalls ont tendance à monter, et c'est plutôt d'ailleurs dans notre indice les grosses valeurs qui ne bougent pas, plutôt, hein, globalement, et c'est un rebond, je dirais, sur pas mal de valeurs assez exceptionnelles que l'on a vécu ces derniers temps, et je vais justement vous faire voir un petit tableau. J'ai vite fait un petit tableau Excel, vous allez voir, c'est absolument impressionnant. Alors j'ai pas fait de chichi, hein, voilà, je vous ai juste mis des valeurs, tout simplement. Alors les rebonds qu'on a vécu, c'est des rebonds qu'on a vécu, soit que j'ai donné au niveau d'un plan de trading, soit par rapport graphiquement à ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit pas mal de valeurs avoir fait plus de 30% de rebond. 30%, mesdames, messieurs. On a LS qui a fait 45, hein, qui était rentré dans l'indice il y a peu de temps, qui a été touché un support, qui a rebondi fort avec 45%. Global Liners a fait 29,6, mais il faut rajouter un dividende de 7% qui est tombé la semaine dernière, je crois. Enfin, c'est pareil, 36. MIPS, j'en parle pas, on avait trouvé le point bas. Sur Novant Data, on avait aussi pris un point bas. Sur Flatex, je crois pas que je l'ai donné le nouveau trade, mais voilà, ça a super bien accéléré. DOF, c'est très simple, hein, lui, ça fait, je vous le dis quand même, un DOF, depuis qu'il est rentré en septembre dernier, elle va être à x2, et juste sur la période là, elle a pris 31%, et quand vous regardez le graphe, vous vous dites, mais ça monte au ciel ce truc-là. Totalement inconnu. Enfin bon, c'est comme ça. Et Kempower a tendance quand même à dire je marque des points bas et a fait un beau rebond ces derniers temps. J'en avais parlé très rapidement sur une vidéo, j'avais pas fait de plan de training dessus, mais il me paraissait assez évident. Alphen a aussi fait un rebond, là aussi je l'avais dit que ça allait rebondir, boum, c'est parti très fort. Fountain Pajot, on est toujours en cours sur un trade qu'on avait proposé. Voilà, Paxman, je vous avais dit que Paxman allait bouger. Pour moi, c'est pas encore fait, c'est pas encore gagné, mais ça frotte avec les résistances techniques. Et puis, sans trop fanfaronner, Énergie Comptoir rebondit et SFC Énergie fait plus 12. C'est l'un des tout derniers plans de training qu'on a proposé. Et voilà, tous les plans de trading marchent de toute façon en ce moment, donc c'est assez simple. Et on voit que l'énergie est en train de faire un petit rebond, on le voit bien là, vous voyez, énergie compteur, SFC énergie, OX2, tout ça c'est l'énergie. On est ici plus 13, plus 12, plus 8, c'est assez sympa. Et ceux qui ont peu traîné, on voit les grosses bécanes, hein. Novo Nordisk et Silor Luxottica qui sont pas terribles. Alors l'Automatica est rentré la semaine dernière, donc on va
on va pas en parler, hein, et je fais la moyenne, ça fait 18,8, mais l'Automatica, j'ai presque envie de vous dire, faut l'enlever, donc c'est même pas un plus 18, c'est un plus 20, plus 22 sur des rebonds techniques. Est-ce que c'est technique quand on voit des rebonds pareils entre nous? Mais j'ai une difficulté pour vous faire un plan de trading la semaine prochaine, et tout simplement parce que j'ai le sentiment quand même que ça va faire une pause. Donc ce sera compliqué, mais j'en ai trouvé un, rassurez-vous, je vais vous dire laquelle j'ai trouvé pour vous faire un plan de trading. Mais voilà, les rebonds sont absolument énormes, et puis on va regarder un petit peu sur des périodes différentes, là, puisque c'était plutôt techniquement que j'ai été regardé, donc ouais, c'est assez impressionnant. Mais on va aller voir un petit peu maintenant sur le tableau de qu'est-ce que ça a fait juste cette semaine, et là je vous le dis tout de suite, c'est impressionnant. Alors voilà le tableau avec la semaine clôturée. Eh bien nous avons quasiment toutes les valeurs qui ont fini en positif, sauf une, c'est l'Automatica qui a fait moins 0,28. Vous pourrez m'accepter quand même que c'est pas bien grave. Et là ça fait 0, mais tout le reste est monté, sans exception. Et regardez, je vous ai laissé le mensuel sur le dernier mois. Donc c'est en un mois glissant, hein, c'est de date à date, on est le 10 mai, donc de 10 avril au 10 mai, c'est comme ça. Et la semaine prochaine, vous verrez que les chiffres seront encore plus forts, puisque c'était pas le point bas de notre indice. L'indice, il a fait un point bas au 17, donc la semaine prochaine sera encore plus fort, et je me demande si on n'aura pas la totalité des valeurs qui sera en positif sur le dernier mois en cours. Voilà, c'est absolument phénoménal. Comme je le dis et je le répète, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Je pense pas avoir vu ça d'une telle violence, d'une telle accélération. Comme quoi les taux d'intérêt, ceux qui savent pas les lire, savent pas les comprendre, savent pas comment ça agit, comment la lecture des marchés est sur la macroéconomie, vous raterez des choses comme ça, parce que c'est vraiment la macroéconomie qui l'a décidé. Et le lien, c'est quoi? C'est tout simplement les propos de Christine Lagarde, hein, qui a dit clairement qu'elle se désassociait de la Fed, ce que j'attendais de son discours, et qui fait qu'on anticipe de toute façon une baisse des taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne dès la prochaine réunion du mois de juin. Voilà, donc ça devrait continuer à monter, mais on est peut-être dans une idée peut-être de se calmer, de marquer un point technique quand même, de telle manière à ce que ce soit pas non plus la folie, hein. Ça monte, il faut respirer, et je pense que c'est un peu le moment où on va respirer. Ça n'empêche pas j'ai trouvé un petit plan de trading qui peut être sympa à faire sur une valeur qu'on a un peu oubliée dans l'indice, mais qui est sur des supports depuis un bon bout de temps, et qui semble avoir donné un petit signal de réveil qui me paraît intéressant. On va aller regarder ça tout de suite dans le plan de training. Allez, c'est parti. Et on est sur la valeur que je voulais vous parler, une valeur qu'on a un peu oubliée dans le portefeuille, je dirais, qui est techniquement ici un point intéressant. Depuis un moment, je l'observe. Ça rebondit pas très fort, mais là, c'est en train de me dire des choses assez sympas. On l'avait rentré ici, elle s'appelle Relatech, et Relatech, à mon avis, ici, ça devient intéressant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, là, on est en hebdomadaire, donc on voit pas très bien, mais vous allez voir qu'en daily, il y a des choses qui m'intéressent. Et voilà ce qui m'intéresse, c'est l'accélération qu'il y a eu, alors qui n'est pas encore très marquée, mais ça reste une valeur un peu illiquide. L'accélération qu'il y a eu ici, ce jour, vendredi, où il y a eu du volume d'affaires qui est arrivé. Et à partir de ce moment-là, je suis quand même dans l'idée que le dossier devrait rebondir, aller rechercher peut-être le 2,40, le 2,50, un truc comme ça. Alors je vous le dis quand même, hein, s'il n'y a pas de news d'ici la remontée, si elle remonte à ce niveau-là, je la sortirai, parce qu'il y a un élément qui a disparu, que j'appréciais, qui s'est enlevé. Alors s'il ne revient pas, je considérais que le rebond est technique et que il est temps de sortir de la valeur, donc on verra si elle rebondit là, on la sortira. Si les éléments n'ont pas changé concernant la valeur, en tout cas, ce qui me concerne, je chercherai autre chose comme type de valeur, mais c'est pas une mauvaise valeur, hein, c'est un super dossier, mais il y a eu un petit élément en moins ces derniers jours. Voilà pour le plan de trading, j'espère que vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes et à vous abonner à cette chaîne, de telle manière à recevoir les notifications des futures vidéos de cette chaîne. Voilà, et puis je vous mets ici le programme éducatif gratuit qui est à votre disposition et qui évolue en permanence et qui vous permettra de découvrir encore mieux la bourse et qui s'appelle Débuter en bourse. Vous avez aussi une vidéo ici qui vous expliquera qui je suis, d'où je viens et ce que je fais, de telle manière à ce que vous me découvriez un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.